Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique une question qui nous concerne tous. Comment, concrètement, on peut améliorer un processus de test logiciel? On va voir ça ensemble en s'appuyant sur des méthodes solides, tout droit venues du syllabus avancé de l'ISTQB. On va commencer par une question qui pique un peu. Est-ce qu'il y a des moments où on a l'impression que le processus de test patine, qu'il coûte cher, qu'il est inefficace, ou pire, qu'il laisse passer des bugs qui n'auraient jamais dû voir le jour? Si ça résonne un peu, alors ceux qui suivent va sûrement intéresser. En général, les signes ne trompent pas. Des bugs qui reviennent sans cesse en production, des budgets qui explosent, des délais jamais tenus. Et puis il y a l'humain, une équipe qui perd sa motivation, des parties prenantes qui doutent de la qualité. Si un de ces symptômes apparaît, c'est le signal qu'il est temps d'agir, mais de façon structurée. Alors voici notre plan de match. On va explorer ensemble les différentes façons d'aborder le problème. On va parler du cadre idéal, des modèles de maturité, des méthodes basées sur l'analyse et les rétros, et enfin, on verra comment tout ça s'assemble dans la pratique. D'abord, posons les bases. Avant de se jeter sur les solutions, il faut bien comprendre le défi. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle l'amélioration du processus de test, ou APT. Et attention, il faut tout de suite se sortir une idée de la tête. L'APT, ce n'est pas une baguette magique. On ne l'applique pas une fois pour que tout soit réglé. Non, c'est plutôt un marathon, une discipline de fond pour rendre les tests meilleurs, plus efficaces jour après jour. Bon, par où est-ce qu'on commence ce marathon? Eh bien, le premier outil qu'on sort de la boîte, c'est une vraie feuille de route, le modèle idéal. Il faut voir idéal comme une sorte de GPS pour l'amélioration. Il nous guide vraiment étape par étape, depuis le point de départ, c'est-à-dire le constat d'un problème, jusqu'à l'arrivée, une solution solide et qui dure. Ce modèle, il est super logique. Il se déroule en 5 phases. D'abord, on initie le projet, on met tout en place. Ensuite, on diagnostique la situation pour bien comprendre où ça coince. Après ça, on établit un plan de match clair et précis. C'est seulement là qu'on passe à l'action, on agit. Et pour finir, super important, on apprend de ce qu'on a fait, on analyse les résultats. C'est une boucle, un vrai cercle vertueux. Allez, un petit cas pratique pour voir si c'est bien clair. Imaginons un scénario, tout droit sorti d'une question d'examen. Un audit externe des processus de test est terminé. On a le rapport, on a le budget. D'après la logique idéale, c'est quoi la toute première chose à faire? Ah, le piège classique. On serait tenté de se jeter sur les recommandations et de commencer à tout changer, tout de suite. Mais le modèle idéal nous apprend la patience. La bonne réponse, c'est de passer par la case « Établir ». On prend le temps de bâtir un plan d'action solide avant de se lancer. Ok, on a vu la feuille de route idéale. Maintenant, changeons un peu de perspective et explorons une autre approche, celle qui s'appuie sur des modèles de maturité. Là, c'est un peu comme si on comparait notre maison au plan d'un grand architecte. On utilise un standard reconnu, le fameux TMI par exemple, pour évaluer notre propre processus. Ça permet de voir où on se situe et d'identifier très clairement les écarts par rapport aux meilleures pratiques du secteur. En fait, on se retrouve face à deux grandes philosophies. D'un côté, il y a l'approche basée sur un modèle qui est plutôt prescriptive, elle dit voilà le standard, il faut l'atteindre. Et de l'autre, on a l'approche analytique qui est plus une démarche d'enquête. Cherchons la cause profonde de nos problèmes à nous. Justement, cette démarche d'enquête, creusons-la un peu. Elle s'appuie sur deux outils qui sont vraiment puissants, l'analyse des faits, des données et les rétrospectives en équipe. La distinction est assez simple. L'approche analytique, c'est la force des chiffres. On se base sur des données, des métriques, des analyses de causes racines. Les rétrospectives, elles, c'est la force de l'humain. C'est un moment où on capitalise sur l'expérience et l'intelligence collective de l'équipe. Pour être bien sûr de comprendre l'esprit d'une rétrospective, faisons un petit test rapide. Parmi plusieurs activités qu'on pourrait y faire, laquelle est un peu hors sujet, pas vraiment à sa place dans ce genre de réunion? Et oui, c'est exactement ça. Une rétrospective, c'est un moment d'introspection. C'est l'équipe qui se regarde dans le miroir pour s'améliorer de l'intérieur. Se comparer aux standards de l'industrie, c'est une autre démarche. C'est tout l'intérêt de l'approche par modèle qu'on a vu juste avant. Ok, on a maintenant pas mal d'outils dans notre caisse. Idéal, les modèles, l'analyse. La grande question, c'est lequel on choisit et à quel moment. Essayons de mettre tout ça en perspective. Ce tableau, c'est un peu la boussole pour s'y retrouver. En gros, si on lance un grand programme de changement, idéal est notre ami. Si on veut se situer par rapport au reste du monde, on part sur une approche basée sur un modèle. Pour un problème très précis qu'on veut résoudre avec des faits, c'est l'analyse qui prime. Et enfin, pour les équipes agiles qui veulent s'améliorer en continu, la rétrospective, c'est l'outil roi. Le contexte dicte le choix. Il y a une citation de Helmut Schmidt qui résume parfaitement tout ça. La plus grande pièce au monde est la pièce pour l'amélioration. C'est ça l'idée.
Le but n'est pas d'atteindre une perfection illusoire, mais de rester dans une dynamique constante d'apprentissage et d'adaptation. Alors, la question qui reste, c'est par où commencer? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. L'amélioration, c'est un voyage. Qu'il s'agisse d'analyser la cause d'un seul bug ou d'organiser une première rétrospective, le plus important, c'est de faire ce premier pas.